Salut, c'est Maïk Dara. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Chers amis auditeurs, il y a quelque temps, au mois de juin, nous avons fait une émission sur la vie. Nous avons parlé de la vie et aujourd'hui, eh bien, nous avions envie de revenir un peu plus en détail sur finalement ce qui fait la vie d'un individu, en parlant d'optimisme, de chance et d'audace, avec quelqu'un qui connaît bien le sujet. C'est Philippe Gabillier que l'on retrouve juste après. Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Laurent, Alain, bonsoir et merci d'avoir accepté l'idée que je vous avais soufflée d'inviter Philippe Gabillier, professeur de psychologie et de management dans une école qui s'appelle l'ESCP Europe, c'est ce que l'on peut lire sur votre site, philippagabillier.com. Vous êtes conférencier et coach de dirigeants, c'est bien ça Philippe Gabillier ? Disons, c'est une de mes activités. Je suis quand même essentiellement prof quand même, et je suis très très conférencier aussi. Je vous cache pas que la partie coach, ça fait quelques années que j'ai arrêté parce que c'était moins mon truc. Voilà. Donc je fais des cours, j'écris des choses et je fais beaucoup d'interventions devant des entreprises, des associations sur tous ces sujets-là. Voilà. Eh bien, en tout cas, nous sommes ravis de pouvoir partager ce moment avec vous, puisque, comme on l'a dit en introduction, le sujet sur la vie, je crois qu'il y a tellement à dire et suffisamment vaste pour en dire bien des choses. Et on va commencer, si vous le permettez, avec une chanson qui, d'ailleurs, je crois, est un des films les plus positifs. On en parlait en préparant l'émission. Singing in the Rain. Elle fait la couverture, cette photo de Jane Kelly sous la pluie d'un de vos ouvrages, Éloge de l'optimisme. Tout à fait. C'était la couverture de l'édition, la première édition du premier, qui était Éloge de l'optimisme, qui était paru en 2010. Tout à fait. Eh bien, je vous propose qu'on commence par ça, qu'on ait déjà un air guilleret et joyeux dans la tête avant d'aborder et de rentrer dans le vif du sujet. On écoute, on revient juste après. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. Happy again. I'm singing and dancing in the rain.
singing in the rain. Je vous demande de vous arrêter. Alors voilà, donc Singing in the Rain, c'était Gene Kelly, un film plutôt qui donne la pêche, qui est remarquable et qui en donne envie d'être optimiste. Optimiste dans l'époque dans laquelle nous sommes. On a connu le confinement et aujourd'hui le déconfinement. C'est comment d'être optimiste dans une période comme la nôtre, Monsieur Gabillier ? Je trouve que c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Hein. Je crois que c'est Jean Dutour qui disait quand la situation est désespérée, la seule sagesse, c'est l'optimisme aveugle. Et c'est vrai que dans le fond, ça se défend, ça se défend un petit peu. Le problème, c'est que souvent, la plupart des gens, parce qu'en fait, ils sont porteurs d'un stéréotype autour de l'optimisme. Ils sont persuadés que l'optimiste, il voit la vie en rose, il est de bonne humeur, il a la banane, etc. Tout va s'arranger. On est tenu, surtout dans notre culture française, on est tenu par un stéréotype de l'optimisme qui s'est établi au XVIIIe siècle avec Voltaire. Et Voltaire, je dirais, il avait rien contre l'optimisme en tant que tel. Il en avait après l'optimisme de Leibniz, qui était un optimisme religieux, théologique, qui le mettait hors de lui et que d'ailleurs raconte Candide. C'est-à-dire que Candide, c'est dans le fond un jeune garçon dans les années 1750 qui traverse une Europe à feu et à sang, qui est en fait une suite ininterrompue de massacres, de maladies, d'épidémies, choses comme ça. Et il traverse tout ça, l'air un peu hébété, et il a un vieux prof de philo qui est censé, selon Voltaire, être un disciple de Leibniz, à ses côtés, et qui n'arrête pas de lui dire « Mais mon pauvre ami, c'est la volonté divine ». Tout va en fait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et d'ailleurs, Candide, à la fin du bouquin, finit par dire à un moment donné, ça y est, j'ai enfin compris ce que c'est l'optimisme, c'est s'entêter à dire que tout va bien, alors que tout va mal. Bon. Mais ça, je dirais, c'est un stéréotype qui s'est constitué, qui s'est maintenu, mais la recherche en fait sur le sujet, entre autres en psychologie clinique, a montré que c'était pas si simple que ça. Et surtout, l'optimisme, par exemple, n'est absolument pas opposable au malheur. Moi, je me souviens dans un colloque universitaire, un jeune collègue, philosophe, qui me dit « Mais enfin, Philippe, comment osez-vous aller aussi bien dans un monde qui va si mal ?» Et je lui avais dit, alors parce que vous pensez que si j'allais mal, le monde irait mieux? Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui est quand même un peu étonnant dans cette affaire-là. C'est-à-dire que si dans un monde, souvenez-vous, on parlait cinéma, je sais qu'on aime tous, là, toute la bande, et vous et moi, on aime tous le cinéma. Souvenez-vous de ce film La vie est belle. Dans La vie est belle, heureusement et le père, je vous assure que le père, lui, dans La vie est belle, il est très 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 lucide sur là où il est, hein. Il est très 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 lucide sur le réel, mais à cet instant précis, il considère que ce qui est essentiel, c'est de maintenir coûte que coûte une force de vie, une énergie de vie avec son petit garçon, et alors qu'ils sont dans un environnement carcéral et ils ont un camp de concentration. Et lui, en fait, il fait croire à l'enfant que c'est un parc d'attractions, que ce sont des jeux, tout ça. Bien sûr, il a tort, mais il sait qu'il a tort, mais il estime qu'à cet instant-là, ce qui compte par-dessus tout, d'un point de vue, on va dire, existentiel, presque moral, ça va être de maintenir ça. Et entre nous, le monde dans lequel on vit est un monde compliqué, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais là aussi, il faut raison garder quand même. Bon, on vient de se taper, effectivement, suite à des décisions politiques dont il apparaîtra probablement au fil du temps qu'elles ont été prises de façon un peu rapide, mais de notre côté, ça nous était jamais arrivé. Donc bon, on a été confinés, mais c'est pas la peste bubonique, vous voyez, on n'est pas dans la grande peste qui a zigouillé 25% de l'Europe il y a quelques siècles. Faut être sérieux. Et même du temps, ce qui me fascine toujours, c'est l'inculture historique de beaucoup de chroniqueurs et de commentateurs politiques. Nous expliquer que c'est la grippe espagnole, mais ça va pas la tête. La grippe espagnole, c'est pas elle qui a tué les gens. Ce qui a tué les gens, c'est des surinfections bactériennes, parce qu'on est en 1918-19, et je le rappelle,
la pénicilline n'existe pas, elle va être inventée 10 ans après. Donc, on est dans des univers comme ça où, alors, attention, il y a eu problème, hein, il y a des entreprises qui ont souffert, il y a même probablement des entreprises qui ont souffert, mais les entreprises qui vont disparaître, et ça sera un grand scandale, c'est clair, mais les entreprises qui disparaissent, est-ce qu'elles disparaissent à cause d'un virus ou d'un confinement, ou est-ce qu'elles disparaissent parce que cette situation extrême a révélé des vulnérabilités et des failles vis-à-vis desquelles elles n'étaient pas préparées à affronter. Et vous savez, c'est vrai, il faut admettre qu'aujourd'hui, ceux qui n'avaient pas de trésorerie, ils vont souffrir. Ceux qui aujourd'hui n'ont pas de qualification professionnelle et qui vont perdre un emploi où ils n'avaient pas de qualification mais qui était un emploi alimentaire, ils vont souffrir. Mais c'est une réalité, effectivement. En revanche, moi, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est que, vous voyez, au fil des... Moi, j'ai été confiné chez moi, je suis parisien, je suis dans ma maison, avec mon épouse, avec ma fille aînée. Et voilà, j'étais très... je suis un peu casanier, moi, donc je suis pas sorti du tout. Et je regardais quand même, comme beaucoup de gens, beaucoup la télé. Alors vous savez que c'est un excellent exercice d'optimisme, hein, de regarder les chaînes en boucle, là, parce que là, si vous vous laissez aller, vous plongez, mais alors là, vous plongez littéralement. Là, c'est incroyable. En revanche, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que passer une espèce de stupeur, on va dire, vous voyez, bon, on nous propose plus ou moins gentiment de rester chez nous à partir du 17 mars. 2 premières semaines, on voit bien que ça tourne en boucle. Et à partir de la 3e semaine, on commence à nous parler de gens qui ont pris des initiatives. Des entreprises industrielles qui se mettent à fabriquer des masques, des gens qui essaient de trouver des solutions pour maintenir coûte que coûte la continuité pédagogique à l'école avec les enfants. On se rend compte que effectivement le digital, l'écran, etc. va nous permettre de continuer à avoir des relations sociales, voire même professionnelles. Que dans le fond, voire même contre toute attente, le télétravail pour beaucoup de gens, c'est mieux. C'est que les gens, dans le fond, ils se rendent compte que non seulement ils travaillent mieux de chez eux, et tenez-vous bien, leur productivité augmente. Incroyable. Bon, donc un certain nombre de choses comme ça commencent à nous montrer que, et pour moi c'est ça la caractéristique de l'optimisme. Être optimiste, c'est mettre le réel sous tension positive, ou du moins sous la tension la plus positive possible. Face à une épreuve, face à un drame, il ne s'agit pas de le positiver. On en a eu l'occasion d'en discuter. Je trouve, le positivisme, c'est vraiment l'une des formes modernes de l'imbécilité. Vouloir coûte que coûte positiver, apprenez à dites ça à des gens qui ont perdu un ami, à des parents qui viennent de perdre un enfant, à un gars qui était depuis 30 ans dans la même boîte et qui vient de se faire remercier, à quelqu'un qui vient d'avoir un accident et qui va se retrouver dans une chaise roulante jusqu'à la fin de ses jours. Expliquez-lui, mais cher monsieur, voilà, ça aurait pu être pire, hein, d'accord, et puis je dirais le soleil se relèvera, et tout ce qui nous tuera nous rend plus forts, et toutes ces sottises, faut pas dire autre chose. Ça, c'est pas être optimiste, hein. C'est un peu neuneux, et ma grand-mère aurait dit, c'est être un peu cul à praline, surtout. L'optimiste, en fait, face à l'épreuve, qu'est-ce qu'il vous dit, l'optimiste? Il vous dit, voilà, là, ce qui se passe, vous voyez, franchement, j'aurais eu le choix. J'aurais préféré que ça n'arrive pas, clairement. Je ne vois pas ce qu'il y a de bien là-dedans. Le problème, c'est que c'est arrivé. C'est arrivé et je ne peux pas revenir en arrière. Donc, maintenant que c'est arrivé, et ça, c'est non négociable, qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer d'en faire? Soit pour moi, soit pour les autres, soit pour la société, soit pour le monde. Mais voilà, tenter coûte que coûte d'optimiser, c'est pas un hasard, hein, optimisme, d'optimiser le réel. Et donc faire des paris. L'optimiste, il n'est pas sûr de lui, contrairement à ce qu'on croit. Hein. Non, l'optimiste, il dit, tant qu'à faire, vous voyez, entre l'intelligence et la bêtise, je préfère parier sur la victoire finale de l'intelligence. Par rapport à la santé et la maladie, moi, je préfère parier, ne serait-ce que pour les gens qui sont autour de moi, je préfère parier sur le fait que tôt ou tard, la santé reviendra. Alors, est-ce que ça sera dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois? Je peux pas vous dire, je suis pas devin, mais je préfère qu'on parie là-dessus. Les entreprises ont des grosses difficultés aujourd'hui, très bien, mais les difficultés qu'on a aujourd'hui, quand on regarde bien, attendez, elles sont quand même liées à des trucs qui sont totalement extérieurs. La crise de 29, il y avait un système économique qui était pourri. La crise financière de 2008, il y avait un système bancaire qui était pourri. Là, en l'occurrence, je dirais, on a un virus qui nous tombe dessus, qui nous prend à la surprise. Mais je dirais, ça enlève rien au fait que, en janvier, à l'époque où on s'attendait tous à avoir un printemps sympa,
un été cool, etc. Je suis désolé, il y avait des tas d'univers dans lesquels on créait des emplois, ainsi de suite. On était arrivé presque au niveau du marché des cadres, on n'était pas loin du plein emploi, etc. Donc, faut bien comprendre que nos fondamentaux, tout n'est pas parfait dans notre pays. Hein. Bon, mais d'ailleurs, souvent quand on me dit, oui, mais de toute façon, vous savez, en France, ceci, cela, je dis, mais il n'y a aucun problème. Dites-moi le pays où vous voulez aller. Voilà, c'est pas compliqué. Il y a mieux, sûrement. Où ça? Dites-moi. Donnez-moi un exemple concret. Où est-ce que c'est mieux qu'ici? Alors on me dit, ben, vous comprenez, aux États-Unis. Ah, pardon? Aux États-Unis, ah, monsieur, mais il faut être riche alors, hein. Puis il faut être jeune, puis il faut être en bonne santé. Mais en Angleterre, par exemple, ah ben là, faut pas être vieux, hein. Puis il faut avoir des bonnes qualifications, parce que sans ça, on se fait sortir. Oui, mais alors le Danemark. Ah, ben le Danemark. Le pays le plus heureux du monde, un pays où sur l'indice de confiance en autrui, ils sont au top. Et c'est pas faux, si ce n'est que quand on regarde les chiffres de près, c'est vrai que les Danois, vous savez, sont les Européens les plus confiants dans l'autre, dans leur prochain, à condition qu'ils soient Danois. Ah ben oui, parce que c'est voilà, tant qu'être un étranger, alors je dis pas qu'ici c'est génial, mais il y a certains pays merveilleux, etc. Voilà, si vous n'avez pas la bonne couleur de peau, la bonne origine ethnique, etc., ça va être très compliqué. Donc, vous voyez, plus on voyage dans le fond, plus on se rend compte que malgré tous nos défauts, globalement, allez, on s'en sort pas trop mal, et ça nous donne d'ailleurs de la force pour aller sur les points faibles. C'est-à-dire, il y a des tas de choses qu'il faut améliorer, il faut y aller. L'optimiste vous dira simplement, regardons la réalité en face. Soyons lucides, ce qui ne veut pas dire être réaliste. Hein. Soyons lucides, regardons le réel, et posons-nous cette question, comment est-ce qu'on peut faire encore mieux avec ça? Et je vous cache pas que je juge comme tout le monde, moi. Hein. J'ai des soucis, j'ai des deuils, j'ai des choses qui me disent, mince là quand même, j'ai perdu. Moi, tous mes clients, j'ai tous perdu. Pas compliqué, hein. J'ai tout perdu, moi. Je suis un conférencier. La totalité de mon chiffre d'affaires depuis du 17 jusqu'à en un jour, 24 heures, annulation sur annulation. Et moi, j'ai du vol, hein. J'en avais pas trop. Je voulais pas trop travailler ce printemps. J'ai dû perdre 15 missions ou 20 missions. J'ai des collègues qui en ont perdu 50. Bon. Alors, est-ce que ça m'a fait plaisir? Pas du tout. Est-ce que ça m'a mis en rogne? Un peu, beaucoup même, il faut le dire. Mais comme par hasard, au bout de quelques jours, encore une fois, le réel, la vie, reprenait son chemin. On m'appelait, on m'a dit, bon écoutez, est-ce que vous seriez prêt à faire un truc à distance et tout? Ah, pourquoi pas? Et la vie, tranquillement, reprenait son chemin. Laurent? Être optimiste dans cette période où effectivement les choses changent, où vous venez d'expliquer que vous avez perdu des missions, des contrats. Est-ce que être optimiste aujourd'hui, c'est savoir se renouveler? En tout cas, c'est s'en donner le droit. Je pense que c'est se renouveler pour la bonne et simple raison que dans les critères, vous savez, de l'optimisme, vous avez l'affirmation. C'est à ça qu'on le reconnaît d'ailleurs, c'est l'une des trois caractéristiques de l'optimisme. Dans l'une des trois caractéristiques, il y a celle-là, l'affirmation d'une amélioration possible des choses de mon fait. C'est d'ailleurs pas moi qui dis ça, c'est Christophe André, le grand psychiatre, qui avait une très jolie définition, très belle définition de l'optimisme. Il dit, être optimiste dans le fond, c'est deux choses. C'est à la fois avoir une grande confiance dans le futur, dans l'avenir, mais toujours assorti de la certitude qu'en cas de problème, on saura réagir et on saura quoi faire. Alain ? Notre président de la République nous a promis une rentrée catastrophique. Comment vous trouvez son interprétation Est-ce que c'est futé pour un président de la République de dire ça? Il est dans quelque chose qui est né au XVIIIe siècle. On nous a beaucoup parlé de ça ces derniers temps. C'est d'ailleurs à cause de ça que peut-être certaines décisions ont été prises de façon maladroite, qui est le principe dit de précaution. Dans Le Barbier de Séville, qui est donc cette pièce de théâtre écrite par Beaumarchais, dans les années 1750, il y a un personnage dans cette pièce qui dit à un moment donné une phrase, c'est à ma connaissance la première apparition dans la littérature française moderne de ce principe-là. Il dit, à tout prendre, monsieur, je préférerais toujours craindre sans raison que m'exposer sans précaution. Et d'ailleurs, ce qui est assez fascinant, c'est que la phrase en elle-même est intelligente, mais si ce n'est que le personnage qui dit ça le dit parce qu'il a peur qu'on ne pique sa femme, et il finira cocu avant la fin de la pièce. Donc je dirais, c'est comme quoi, vous voyez, on peut pas non plus penser à tout. Mais je pense qu'il est dans son rôle en annonçant le pire, parce que je vais vous dire, quand on annonce le pire, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Alors que quand on annonce le meilleur, on n'est hélas jamais à l'abri d'une mauvaise. Et je pense que voilà, il est dans son rôle. Il sera beaucoup plus facile
je dirais, on ne reprochera pas, à mon avis, d'avoir dit ça. En revanche, on pourrait lui reprocher d'avoir dit, mais vous allez voir, on va s'en sortir comme à la parade, vous allez voir ce qui va se passer. Et factuellement, en plus, honnêtement, les faits sont là. À partir du moment où l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place, vous voyez, chômage partiel, tout ça, vont commencer à... Voilà, on ne pourra pas faire ça indéfiniment. Il va y avoir effectivement, à partir de la rentrée, des mouvements, pas très positifs probablement, mais dont d'ailleurs ni vous ni moi n'avons la moindre idée. Puisqu'en fait la seule idée que nous pouvons nous faire, c'est celle que nous donnent les experts dans les médias, et vous avez remarqué que ce soit en économie, en sociologie ou en médecine, les experts, je dirais, ont deux caractéristiques, une immense confiance en eux et une incapacité à se mettre d'accord sur le diagnostic, ce qui d'ailleurs crée une peur panique chez le citoyen, le patient, etc., qui généralement est gagne. Voilà. Et justement, par rapport à ce que vous dites là, moi, ça me fait tout de suite penser à la question. Est-ce que aujourd'hui, des gens qui interviennent en plateau ne peuvent pas dire « nous ne savons pas » et on n'en dira pas plus? C'est maladroit, c'est malvenu, ça fait pas bien? Je vais vous dire une chose que je ne devrais pas dire, surtout à des hommes de radio. Et moi, j'en ai fait beaucoup de radio. J'ai fait beaucoup de talk-show il y a quelques années sur une radio périphérique, comme on dit. Et il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que le je ne sais pas constitue un risque majeur, et entre autres le risque majeur de ne pas être réinvité. Voilà. Et on peut pas, en tout cas, on peut faire une fois, mais c'est pas une réponse audible à une ère de médias de masse, quoi. Non, on peut pas. Alors en revanche, on peut s'efforcer d'avoir, et c'est là où la rhétorique pourra avoir son intérêt, essayer de trouver une réponse qui soit répondre sans répondre. Mais on est obligé, on peut pas dire je sais pas. Vous savez, il y a une histoire, moi j'adore le théâtre, d'un exemple très bien de réponse sans répondre. Vers la fin de sa vie, Louis Jouvet était invité à peu près toutes les premières. Et il était c'était un grand metteur en scène, prof de théâtre, il était très difficile. Et sa hantise, c'était qu'à la fin de la pièce, on lui demande de venir saluer l'auteur, les interprètes principaux, etc., parce qu'il savait, parfois, la plupart du temps, il avait trouvé ça nul, mais il voulait pas être discourtois. Et il racontait à la fin, dans ses mémoires, vers la fin, donc là, que pendant des années et des années, il avait été invité à des premières, il était invité par l'auteur à la fin, qu'il recevait dans la loge, il dit alors, maître, qu'en avez-vous pensé? Et Jouvet répondait toujours la même chose, eh bien écoutez, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Voilà. Ce qui permettait, vous voyez, mais on peut pas faire toujours ça à la télé, quoi. C'est pas possible. Mais du coup, quitte plutôt, il vaut mieux préférer dire des bêtises ou des choses dont on n'est absolument pas sûr, plutôt que de dire on ne sait pas, parce qu'effectivement, on ne vous réinvite pas. Vous savez, je vais vous dire, le problème, il est que dès l'instant où on demande à un expert quel qu'il soit de parler du futur, on le met d'ailleurs dans une situation invraisemblable, puisque moi je rappelle toujours aux gens qui l'oublieraient que pour des raisons physiques, personne, je dis bien personne, n'a jamais été demain matin. Donc le futur est quelque chose qui n'existe pas. C'est un non-objet. Si ce n'est que, vous voyez, le monde dans lequel on vit est un monde qui se structure autour de plans d'action, de plans de redémarrage de l'activité, de plans d'épargne logement, on fait des plans. On est des machines à faire des plans. Mais tout le monde sait bien que le monde dans lequel nous vivons est un monde dans lequel nos plans vont être systématiquement perturbés en bien ou en mal par des aléas. La seule certitude que nous avons, c'est que dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, c'est que nous allons, dans les semaines, les mois, les années qui viennent, affronter des aléas totalement inattendus, mais juste parce qu'il en a toujours été ainsi. La caractéristique d'une vie humaine, c'est qu'elle est une succession en fait d'aléas, et on pourrait d'ailleurs quasiment dire que ce qui fait la dynamique d'une vie humaine, c'est la façon dont celui ou celle qui la vit a géré au fil du temps les aléas inattendus qui lui sont tombés dessus. Ça me fait penser à une journaliste, je crois que c'est l'été journaliste, qui avait un peu invectivé une jeune femme qui s'était
plaint auprès du président de la République qu'elle avait rencontré en lui disant voilà, je suis séparé, je me retrouve au chômage, je ne trouve pas de travail. Et une commentatrice avait laissé entendre que les choix qu'elle avait pu faire, des décisions qu'elle avait pu prendre à un moment qui était peut-être pas pertinent, lui avait finalement entretenu cette difficulté. C'est donc une responsabilité de la personne ou c'est un ensemble de choses qui nous échappent? Alors, là, il faut, sur un sujet comme ça, il faut essayer d'être prudent, mais on ne peut pas non plus, effectivement, laisser tout dire, quoi. Sachant que ce qu'a dit, en fait, cette journaliste, ce qui était très, très, très détestable, c'était la forme. Parce que sa façon d'argumenter était une espèce de déni de la douleur de la personne, etc. En revanche, je vais vous donner un exemple. On peut en parler en coaching de vie. Pendant très longtemps, quand des gens venaient voir un coach de vie, ou même quand ils viennent voir des conseillers, on est tenté d'ailleurs de poser la question à la personne qui vient nous voir, de lui dire, ben voilà, monsieur, madame, en quoi est-ce que je pourrais vous aider? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser, obtenir? Est-ce que vous avez aujourd'hui un embryon de projet autour duquel on pourrait travailler? C'est-à-dire que dans la relation d'aide et d'accompagnement, souvent, ce qui est logique, on essaye de mettre dans une perspective future, une espèce de projection future, parce qu'on se dit que cette projection future va être plutôt créatrice d'énergie. Et moi, j'ai toujours considéré que c'était malheureusement, dans la plupart des cas, une erreur stratégique qui rendait pas du tout service à la personne. Moi, je peux vous dire que pendant des années, et quand je continue à le faire dans des gens ponctuellement, je ne démarre jamais, mais ce qui s'appelle jamais, en leur demandant ce qu'ils veulent. Au contraire, je leur dis voilà, est-ce que tu pourrais m'expliquer ou est-ce que vous pourriez m'expliquer où vous êtes aujourd'hui et de quelle façon vous y êtes conduit? C'est-à-dire que ce qui pour moi est la chose la plus dangereuse dans un parcours de vie, c'est l'apprentissage social de la déresponsabilisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, je suis aujourd'hui dans une situation qui ne va pas, mais ma responsabilité en tant que sujet est marginale. Le cœur de responsabilité, c'est les autres, c'est les salauds, c'est les riches, c'est les banquiers, c'est la société, c'est etc., etc., etc. Or, je dis, c'est pas impossible, hein, attention. Mais si dans la situation terrible dans laquelle je suis, 90% de la responsabilité vient de l'extérieur, il n'empêche qu'il me reste, moi, 10%, et j'en fais quoi de ces 10%? C'est un concept qui a été, en fait, développé par Paul Ricoeur, qui, en fait, lui, dit, le mot responsabilité est un mot avec lequel il faut être prudent parce que, en français, en tout cas, il renvoie quand même à une dimension morale un peu déplacée. Et il préfère, lui, le mot d'imputabilité. L'imputabilité, c'est vraiment ce qui vient de moi. Je vous donne un exemple. Un gars, milieu social très défavorisé, son père buvait, sa mère tapinait, etc. Il braque une vieille et il la tue. C'est la faute à la société. Je veux bien le croire. Il n'empêche que l'imputabilité qui a consisté à donner un coup de couteau à la mamie pour lui piquer son sac et la tuer, cette imputabilité, elle est celle de ce monsieur. Je dis de ce monsieur parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de dames, je dirais, qui surinent les grands-mères. Mais, en l'occurrence. Donc, pour moi, la notion d'imputabilité, elle est clé, en fait, en développement. C'est-à-dire que, alors après, on va rentrer dans le détail, mais tout individu a le droit d'être mécontent de la vie qu'il a. Simplement, il est clair que aujourd'hui, on le voit d'ailleurs dans des familles, dans des scénarios familiaux, voilà, il y a effectivement des choix qui, à un moment donné, vont être faits, des choix difficiles parfois, mais le choix de rester où on est ou de partir, le choix de changer de job ou de garder le job qu'on a, le choix de se former ou de pas se former. Il y a tout un tas comme ça de micro-choix de vie qui, mis bout à bout, vont faire qu'il se passera des choses. Donc, pour moi, la responsabilité, ou plutôt l'imputabilité, est un élément clé. Et par exemple,
dans la posture qu'on appelle la posture optimiste. Je pense à ça, je reviens là-dessus. Il y a un critère dans la posture optimiste qui est la recherche frénétique des marges de manœuvre. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, c'est un vieux principe stoïcien, notre vie, la vôtre, la mienne, est faite quand même de deux grandes catégories de choses. Celle auxquelles je pense que je peux quelque chose, à tort peut-être, et celle dont je suis convaincu que je n'y peux rien. Il est sûr que quelqu'un qui va passer trop de temps à regarder, à revenir, à ressasser l'ensemble des choses dans la vie qui ne lui conviennent pas et auxquelles il ne peut rien, il se met en situation de rumination toxique et il produit du toxique. Je pense que quand on est dans des métiers d'accompagnement, par exemple, je dirais il y a un point sur lequel on peut pas négocier, qui est Madame, Monsieur, aujourd'hui, dans cette situation aussi difficile soit-elle, c'est quoi vos options ? C'est quoi les marges de manœuvre ? Où est-ce qu'il y a des failles ? Où est-ce qu'on peut influencer le truc ? Qu'est-ce qu'on pourrait tenter ? Qu'est-ce qu'on pourrait parier ? Alors, qui dit pari dit risque de perdre, je ne dis pas le contraire. Mais en revanche, voilà, quand on dit, c'est d'ailleurs un slogan qui, quand on y réfléchit, était idiot, qui était le slogan de la FDJ où on disait 100% des gagnants ont tenté leur chance. 100% des perdants aussi, d'ailleurs, on est bien d'accord. Mais au moins, il y a cette notion d'action. Je tiens beaucoup, moi, à cette idée. Vous savez que Shakespeare, quand il écrit Hamlet, il fait dire à Hamlet cette phrase célèbre qu'on a tous appris à l'école, to be or not to be, dont d'ailleurs l'exégèse n'est pas très claire, mais enfin, bon, il fait dire ça. Mais si Shakespeare avait écrit Hamlet en 2020, il lui aurait pas fait dire ça, hein. Ah non, il lui aurait fait dire to do or not to be. C'est-à-dire faire ou ne pas être. Celui qui ne fait pas, celui qui n'essaye pas, celui qui ne tente pas, se condamne à ne pas devenir, et en tout cas à ne pas devenir celui qui voudrait être. Juste avant, Laurent, je voulais justement rebondir sur ce que vous dites, Monsieur Gabillier, parce que Hamlet aurait pu dire cela, et dans un registre plus populaire, je dirais, il y a également Sylvester Stallone et la saga Rocky Balboa, dans laquelle on voit son personnage évoluer au fil des épisodes, et dans le 6e, celui où Rocky Balboa a 60 ans passés, où il se sent l'envie de revenir au combat, et son fils le vit très mal. Il lui en fait d'ailleurs le reproche, alors que Rocky est dans son restaurant. Son fils lui demande de sortir et de bien vouloir l'écouter. Et justement, ça rejoint ce que vous dites et comment son fils vit la situation et comment Rocky lui répond. Je propose aux auditeurs d'écouter et peut-être verront-ils, et nous verrons nous aussi le film un peu différemment. On écoute. Je suis content de te voir. Ça fait plaisir. Je voudrais te parler. Bien sûr. On peut faire ça dehors ? Alors c'est sûr, tu te lances ? Ouais, demain je commence à m'entraîner. Hé Rocky, j'ai pris quelques contacts. Il y aurait moyen de se faire du fric avec la pub. Ouais, bien sûr, vas-y. Merci Rocky. De rien. Allez. Alors, t'as pas un peu le trac ? Je suis mort de trop, Yves. T'en as pas l'air ? Bah, faut pas que ça se voit. Tu sais, ce combat, rien t'oblige à le faire. Si, moi, je crois que je dois. Tu sais que vivre avec toi, ça a jamais été facile. Les gens me regardent, mais en fait, ils ne voient que toi. Et avec ce qui t'arrive maintenant, ça va être encore pire qu'avant. Non, pas forcément. Mais c'est sûr et certain. Pourquoi ? T'as tous les atouts dans ton jeu ? J'ai qu'un patronyme. Ton nom, c'est grâce à lui que j'ai du travail. Et je sais très bien que si je m'appelais pas Balboa, je connaîtrais personne. J'avais une chance de construire quelque chose. Une chance de gagner seul un début d'indépendance. Et voilà ce qui me tombe dessus. Je te demande qu'une chose. Si tu veux me faire une fleur, renonce à cette histoire de combat. Ça peut que finir mal pour toi, ce qui veut dire mal pour moi. Tu crois que je te fais du tort ? Ouais, d'une certaine façon. Bien la dernière chose que j'aurais voulu. Non, je sais que c'est pas ce que t'as voulu, mais c'est ce qui se passe, d'accord ? Tu t'en fiches de ce qu'on pense de toi ? Ça t'ennuie pas que les gens te prennent pour un vieux tocard, pour un clown, et que j'ai le même genre d'étiquette ? Tu trouves ça normal ? Tu trouves ça juste ? Tu me croiras peut-être pas. Mais tu as tenu dans cette main-là. En te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège.
Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie ce sera pas une vie. N'oublie pas d'aller voir ta mère. Voilà, donc une leçon de vie intéressante. Et en définitive, quand on regarde le film jusqu'au bout, on voit un peu ce que le fils fait et quel crochet finalement il décide de suivre et quel chemin nouveau il va suivre. J'en dis pas plus parce que si des gens ne l'ont pas vu, je ne préfère pas leur gâcher la surprise. Et pour les personnes qui voudraient revoir le film sous cet œil un peu nouveau, ça sera l'occasion. À ce propos, la façon dont le personnage de Rocky Balboa évolue au fil des épisodes, il passe par tous les cycles que nous évoquions, les aléas de la vie, mais c'est un personnage qui a aussi beaucoup d'humour, un peu d'humour sur lui-même, et l'humour et l'optimisme, justement, comment est-ce que ça peut se marier ? Est-ce que ça peut se marier ? Et si oui, de quelle façon selon vous ? On peut dire que dès l'instant où l'humour est une sorte de pas de côté que l'on fait par rapport à la réalité, c'est vrai que l'humour aussi peut avoir un caractère très provocateur, par rapport à ça. Mais ce n'est pas une caractéristique spécifique de l'optimisme, parce que vous avez des pessimistes qui sont très drôles. Vous avez des grands, dans les grands auteurs pessimistes de la littérature, il y a des choses qui sont très 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 amusantes. Alors c'est de l'humour noir, bien évidemment, mais quand vous lisez Sioran, par exemple, Sioran était quand même profondément déprimé. C'est quand même le gars qui a osé dire, de toute façon pour moi toutes les eaux sont couleur de noyade. Vous voyez, donc on voit le gars qui est vraiment, voilà. Et il paraît par ailleurs, ceux qui le connaissaient disaient que Schopenhauer, qui est quand même le grand philosophe du pessimisme, était, paraît-il, un bon vivant, qui aimait bien manger, bien boire, voire même qui courait les filles. Donc, vous voyez, on sait jamais. Mais la dimension d'humour, moi je sais que j'ai été amené, quand j'ai fait des conférences sur ce sujet, il fallait coûte que coûte l'utiliser, mais pour une raison très simple, c'était pour faire prendre conscience, et pour moi l'humour est un outil extraordinaire pour faire prendre conscience des stéréotypes et des excès. C'est-à-dire que voilà, on va pousser une logique jusqu'au bout, et je dis toujours, bon, quand vous voulez, parce que dans le fond, quand on met en avant les stéréotypes et les excès, on est en train quand même de dire gentiment, courtoisement, aux gens qui sont en face, vous croyez que vous connaissez le sujet, mais vous n'avez rien compris. Donc, il est absolument nécessaire de dédramatiser ça en utilisant l'humour, et je crois que ça peut être utile. En revanche, il faut faire un peu attention aussi, parce que la caractéristique de l'humour, c'est que, comme il dédramatise, il pourrait laisser penser que on n'est pas dans le sérieux. Or, parfois, vous vous en rendez bien compte, effectivement, face à quelqu'un qui va vivre une situation compliquée et qui déprime un peu, qui est un peu dans une posture à la fois de fatalisme, il n'est pas sûr et certain que l'optimisme soit audible pour cette personne
à cet instant précis. Donc, c'est d'ailleurs, vous voyez, on le voit bien d'ailleurs en thérapie. En thérapie, on a bien sûr des grands thérapeutes qui étaient les rois. Je dirais, Erickson avait le chic pour faire ça avec d'autres. Mais je pense que c'est un outil. Quand on présente, vous voyez, le sujet, c'est un outil qui a vraiment son utilité. Quand on est en face à face avec quelqu'un, l'utilisation de l'humour est toujours risquée parce qu'elle peut donner brièvement un sentiment à tort d'ailleurs généralement, mais le sentiment une fois qu'il est là, de manque de compassion et d'empathie. Voilà, ce qui est le risque peut-être. Laurent ? Et effectivement, on a eu l'occasion de faire une émission avec Monsieur Gérald Dahan, et je rebondis par rapport à l'humour. Aujourd'hui, on va reprendre la maxime de Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Pourquoi je parle de Gérald Dahan ? Parce que Gérald Dahan, à chaque fois qu'il a dit quelque chose, même avec humour, il a souvent été attaqué. Est-ce qu'aujourd'hui, même avec humour, on peut quand même parler dans cette époque de réseaux sociaux où tout le monde s'enflamme à la moindre petite phrase ? C'est quoi la bonne posture pour vous ? Ah non, là, il est clair qu'on est dans une... Alors là, si vous me lancez là-dessus, on est dans une période de remise en question de la liberté de penser, de la liberté de rire, de tout ça, c'est absolument incontestable. Et je crois que c'est il y a quelques mois de ça, il y avait eu un dossier spécial, je crois que c'est dans Le Point, je pense, et Raphaël Enthoven avait fait un entretien extraordinaire qui s'appelait La tyrannie des susceptibles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de brocarder, de mettre en boîte quelqu'un qui n'est pas soi-même. Vous voyez, moi, si je fais pas gaffe, même quand je suis sur scène et que je fais des conférences, je peux, en gros, ne faire que des blagues de chauve. Je n'ai le droit de faire que des blagues de chauve, blancs et sexagénaires. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que je fais ? Je me suis récupéré plein d'histoires belges, d'histoires de blondes, etc. Et je mets un chauve à la place. Et ça peut marcher. Sur un malentendu, c'est un peu bizarre, mais ça peut fonctionner. Mais pour vous dire jusqu'où va la bêtise. Et c'est vrai que on a vraiment perdu. Il y a un vrai risque, me semble-t-il, à ce niveau-là, parce que chacun considère que là où il n'a pas le droit d'être attaqué par d'autres que par les siens. Mais je pense à des exemples dans des comiques, par exemple, des jeunes femmes qui racontent des horreurs absolues, mais un homme raconterait ça, mais ça serait bon. Alors cela dit, par rapport à l'humour, il y a je pense qu'il faut aussi ressentir d'où parle la personne. Quand Desproges tenait des propos ouvertement antisémites sur scène, tout le monde savait que ce n'était pas lui qui parlait. Voilà, c'était quelqu'un d'autre. Quand Bedos, qui nous a quittés, fait son célèbre sketch avec le magazine Playboy disant « Ah, les salopes », etc., on sait bien que c'est pas lui. Quand Jean-Marie Bigard fait le même avec le lâcher de machin, là, on a un doute. Et c'est vrai que, dans le fond, dès l'instant où on a le sentiment que celui qui joue un rôle, ça passera. Mais dans la culture du stand-up aujourd'hui, du one-man show, on se dit, mais attends, c'est lui ou c'est pas lui ? Et c'est tout le problème d'ailleurs. À partir du moment où le public comprend que il pousse le bouchon et il joue dans la caricature, ça peut passer grosso modo. Mais si le doute s'installe, terminé. Ouais. Donc c'est une arme qui reste une arme très 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 puissante. Mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Faut faire attention à ces blagues. Le second degré, par exemple. Le second degré peut être très 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 mal pris. Et vous voyez, dans le lien entre humour et optimisme, je pense qu'il y a par exemple dans le monde de la télévision, dans le monde du stand-up, il y a un vrai lien entre humour et pessimisme. C'est-à-dire que le parti pris systématique de dérision et donc de rire de tout, parce que dans le fond rien n'est important et que tout mérite d'être brocardé, pose aussi un problème au niveau de la prise de conscience de ce qu'il y a de la valeur ou de ce qu'il n'y en a pas. Voilà.
Justement, la question de la conscience collective, ce qui touche une personne ne touchera pas forcément une autre. Le curseur est difficile à placer. Est-ce qu'aujourd'hui, en définitive, quelqu'un qui va avoir un propos qui n'est que le sien et qui n'engage que lui peut choquer tout un tas d'individus qui pourtant ne se connaissent pas, qui n'ont pas la même culture, la même histoire, mais qui vont se retrouver sur un propos choquant parce que justement c'est dans l'époque, c'est dans l'air du temps et tout le monde n'a pas le même degré de lecture, de recul. Moi, je me rends compte et il y a une dimension générationnelle aussi qui va intervenir. Moi, je suis très frappé parce que j'ai des enfants moi qui ont deux filles qui ont 21 ans et 23 ans. Elles ont été élevées par nous, quoi. Donc elles sont dans cette logique-là. Si ce n'est que moi, je suis fasciné de voir combien mes enfants sont choqués en termes d'humour, de blagues, de mauvaises blagues, par des choses qui me semblent, mais alors totalement banales. C'est-à-dire, mais bon sang, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Je le vois d'ailleurs en regardant à la télé. J'étais frappé l'autre jour. Je voyais des sketchs de Fernand Reynaud, machin ça, et ma fille disant quand même, on n'a pas idée de dire des choses pareilles. Hein, c'était quand même incroyable. Alors le seul qui est inattaquable, ce qui d'ailleurs doit nous en apprendre aussi sur l'humour, je pense qu'il y a quelqu'un qui est inattaquable et transgénérationnel, c'est Raymond DeVos. Et il faut se demander pourquoi. C'est parce que dans le fond, DeVos, dans le fond, raconte des histoires dont les mots seuls sont les objets. Et donc, personne ne peut être mis en question à aucun moment. À aucun moment, quelqu'un ne peut prendre pour lui ce que DeVos racontait, parce qu'en fait, il ne parlait pas de nous. Il parlait, je dirais, voilà, du monde, il parlait de la langue, il parlait de choses comme ça, et il a fait une carrière là-dessus. Il faut le faire quand même. Alain ? Est-ce qu'on pourrait penser que justement cette espèce, alors ce qui se passe sur les réseaux sociaux, cette agressivité quand même qui est quelque part, est-ce que ça serait pas lié à un manque de culture générale qui empêcherait une certaine prise de distance en fait? Bien sûr, mais vous vous rendez bien compte que si je vous dis que je suis d'accord avec vous, verrez, voilà, je suis en train moi-même, je dirais, de stigmatiser les incultes. Voilà, et on dit, mais si je suis inculte, c'est parce que voilà, j'ai pas été dans le bon milieu social, etc. Bourdieu sort de ce corps, vous voyez. C'est bon. Donc là aussi, oui, bien évidemment, ce qui caractérise la communication sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde considère que c'est le relativisme. Toutes les opinions se valent. Et il est scandaleux aujourd'hui de dire que toutes les opinions ne se valent pas. Donc je suis désolé, mais les tweets de Michel Serres, quand il était là, d'Enthoven, les tweets de Jean d'Ormesson, que j'aimais beaucoup, les tweets des grands philosophes, des grands économistes, je suis désolé, n'ont pas la même valeur intrinsèque que les tweets de Madame Michu, Monsieur Machepro, voire des miens. Vous voyez, au bout d'un moment, c'est le tweet en réaction comme voilà, l'ensemble des tweets qui vont suivre, par exemple, le dernier épisode des Marseillais aux Caraïbes, je dirais, qu'est-ce que vous voulez, ces tweets, je dirais, ils ont leur raison d'être, ils sont légitimes, si vous voulez. Ils sont légitimes parce que l'outil crée cette légitimité. Mais ils valent pas tripette. Voilà. Laurent ? Vous avez parlé, on revient un petit peu au confinement et de ce qu'on a vécu de manière exceptionnelle. Vous avez parlé de deux choses. Vous avez parlé peut-être que le confinement nous a montré ce qu'était réellement la liberté et finalement on l'avait perdue. Et à un moment, vous, de manière positive, vous dites que et si le confinement n'avait pas été une réelle opportunité d'apprendre des choses, de voir des choses, est-ce que vous pensez sincèrement, déjà d'une, que les gens ont vraiment fait cette démarche, et de deux, et là j'en fais rapport avec le décrochage scolaire, parce que tout à l'heure vous nous disiez qu'on a eu la capacité informatique de pouvoir converser ensemble, de garder le lien, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a eu franchement du décrochage scolaire. Est-ce que aujourd'hui finalement, et je rebondis sur ce que disait Alain, est-ce qu'il ne faut pas aussi une certaine culture personnelle pour cheminer de cette façon-là? Moi, j'ai l'habitude de dire, vous savez, qu'un confinement peut en cacher un autre. Et que le confinement extérieur, environnemental de l'écosystème qu'on a vécu,
a aussi révélé des confinements internes d'une autre nature. Pour moi, alors là, on verra ce que les sociologues diront. Moi, si j'ai le temps, j'écrirai là-dessus, mais je suis convaincu que le confinement a été l'expression la plus puissante des inégalités sociales pendant qu'il s'est fait. Parce que, dans le fond, il y avait des inégalités de toute nature. D'abord, il y avait des inégalités spatiales. C'est-à-dire qu'être confiné, moi j'ai la chance, je suis dans un environnement, j'ai une belle maison, j'ai des terrasses, on était 3 là-dedans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme, moi j'ai traversé, comme aurait dit Jean d'Ormesson, moi le confinement je l'ai traversé en première classe. Hein. Donc mais je vais pas m'en excuser quand même, hein, puisque bon. Mais être dans 60 mètres carrés avec 3 gosses, dans une cité, etc. Donc il y a une vraie, d'un point de vue spatial, il y a des inégalités. Il y a des inégalités digitales aussi, hein, parce que avoir la super 3G, le super Wi-Fi, la 4G, etc., puis avoir 4-5 écrans dans la maison, et puis en avoir qu'un seul avec un Wi-Fi dégueu et tout ça, c'est pas la même chose, vous voyez. De même au niveau culturel. Je vous cache pas que moi, pendant le confinement, alors que je travaille beaucoup, d'habitude, je rentre assez tard, etc., oh là là, je me suis gavé d'Arte, pas que de d'Arte d'ailleurs, hein, je me suis gavé de trucs culturels, je suis aussi gavé de séries débiles. Mais voilà, elles étaient là, c'était à disposition. C'est malheureux de dire, mais moi je me suis fait plaisir. C'est comme ça. Bon, donc effectivement, il y avait un certain nombre de choses. Moi, j'ai pu par exemple un truc tout bête. Vraiment, je n'étais pas vraiment moi, pour tout ce qui est le digital, etc. Vous voyez. Et en fait, l'ESCP, mon école, m'a dit oui, mais alors le problème c'est que voilà, on passe tous les cours en digital, maintenant il va falloir t'y mettre. Alors j'ai râlé, je m'y suis mis, et ben j'ai trouvé ça super. Hein, alors maintenant, je suis un peu à l'aise par rapport à mes cours, je m'y suis mis. Bon, je préfère avoir des gens en face de moi dans un amphi, je vais pas vous dire le contraire. Mais globalement, moi j'ai appris des trucs. Alors là, c'est clair, moi cette période, ces 2 mois, m'ont appris des choses, m'ont mis le pied à l'étrier sur des modalités que je ne connaissais pas. Moi, je connaissais pas les Zoom, les trucs, même Skype, je connaissais pas. Pour dire, je connaissais pas. Donc, je m'y suis mis et je dis, c'est pas inintéressant. Mais effectivement, comment vivre ça? Vous avez des gens pour qui le réel culture, la relation à l'autre, ça va être effectivement parfois le samedi d'aller faire des courses à l'hyper. Bon. Ben c'est vrai que là, on pouvait toujours le faire quand même. Les courses à l'hyper, on pouvait, mais quand même quoi. Il fallait le masque et tout ça. Ça a permis, je pense, ça a contraint les gens peut-être à prendre conscience aussi de toutes ces choses qui leur manquaient, de ces inégalités, en fait, de ces inégalités invisibles au fond. Parce que je balance un peu sur Bourdieu parce que je suis pas d'accord avec tout ce qu'il disait, mais dans le fond, oui, il avait raison. Le seul problème, c'est qu'effectivement, lui, il raisonnait de façon statistique. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, comme j'ai toujours dit, c'était les gens qui sont, tout en ayant comme ça dans des milieux défavorisés, et qui pourtant, étant des milieux défavorisés, s'intéressent à la culture, sortent, bougent, apprennent des choses, etc. Moi, je suis toujours pas fasciné, par les exceptions positives. C'est ça qui m'intéresse, moi. La tristesse des statistiques m'intéresse pas. Je trouve que les exceptions positives sont beaucoup plus intéressantes. Quelqu'un qui a tout pour être dans la mouise, et qui pourtant n'y est pas. Comment il ou elle a fait? Ça m'intéresse. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, par rapport à ce temps dont tous nous disposons, dans de nombreuses conférences que vous avez pu faire, vous avez évoqué cette idée du nombre d'heures, donc les 700 000 heures qui constituent une vie humaine de 80 années, et de ce que l'on fait de ce temps, sachant qu'il y a un tiers de ce temps où on dort. Donc ça laisse quand même un paquet d'heures malgré tout pour faire d'autres choses. Et c'est vrai que bon, c'est prendre effectivement la vie sous un angle volontairement comptable. Mais comme je vous disais, moi je suis philosophiquement, intellectuellement, je suis un pur produit des philosophies du tragique de la vie. C'est-à-dire que je ne suis pas croyant du tout, je dirais je suis totalement agnostique. Je pense qu'avant que je sois là, je n'étais pas là. Et le jour où je disparaîtrai, je disparaîtrai. Donc, j'ai une vraie, très jeune, hein, moi j'ai vraiment acquis très très jeune cette conviction, c'est que un jour ou l'autre, ce que je suis disparaîtra. Mais pire que ça, tous les gens que j'aime disparaîtront. Et même tout ce que j'ai fait, créé, qui aujourd'hui fait que on va faire un article sur moi dans tout ça, ça disparaîtra. Tout ça disparaîtra un jour ou l'autre, tôt ou tard. Donc, partant de ce principe-là, je vois pas quelle alternative il y a à la joie.
On ne peut, en fait, dès l'instant où on a compris que le désespoir, qui d'ailleurs n'est pas du tout quelque chose de négatif, hein, c'est une espèce de lucidité sur le réel et sur le monde, voilà, comment faire en sorte que ces années où je suis là en interaction avec autrui dans ce monde soient des années intéressantes où je vais apporter des choses aux autres. Voilà. C'est vraiment une certitude chevillée au corps. Et je dis souvent d'ailleurs aux gens, je dis, vous savez, c'est pas moi qui disais ça d'ailleurs, hein, c'était Jean-Louis Servan-Schreiber à l'époque qui avait dit, on devrait, si on était des sages, on devrait supprimer une fois pour toutes le mot temps de notre vocabulaire et le remplacer par le mot vie. C'est plus je perds du temps, je perds de la vie. C'est pas, écoute, tire-toi de mon bureau, tu me fais perdre du temps, c'est s'il te plaît, va-t'en là, tu me fais perdre de la vie. Et là, pour le coup, la personne s'en va et avec un peu de poids, elle revient pas, quoi, hein, parce que on a posé le problème en d'autres termes. Et c'est vrai, je crois beaucoup à ça. Puis, vous voyez, moi, j'ai 62 ans, j'ai bien l'intention d'aller le plus longtemps possible. Comme je dis souvent à mes enfants, je dis, moi, mon rêve, ça serait d'être assassiné le jour de mes 100 ans sur un malentendu par un mari jaloux. Ce qui prouverait, si vous voulez, que voilà, que la vie a été formidable. Voilà. Il y avait une très jolie histoire de centenaire qui est racontée par Yvan Audouard dans les Contes de ma Provence, où il raconte donc le vieil Antonin, il se lève le jour de ses 100 ans, il habite dans les Alpilles, vous voyez, ça ouvre sur, il a Forcalquier, et donc ça ouvre sur les Alpilles, et sur ses 100 ans, et il y a le soleil qui rentre par les vitres, comme ça, par les volets, les persiennes, il se lève, il est plutôt en forme, il se lève et il ouvre sa fenêtre sur ce magnifique paysage et il prend conscience qu'il a 100 ans aujourd'hui. Et là, il regarde tout ça et en son fort intérieur, il se dit j'aurais peut-être pas fait grand-chose dans ma vie, mais au moins, il aura fait beau. Et à ce moment-là, il referme les persiennes et il retourne se coucher pour une belle grasse matinée de ses 100 ans. Moi, je trouve ça formidable. Effectivement, après, comme vous le disiez, le nombre d'heures dont on dispose, bon, il n'est pas égal pour tout le monde, mais en tout cas, on peut en faire quelque chose. Et c'est quand la personne disparaît que moi, j'avais trouvé une formule qui me convenait personnellement. C'était finalement, c'est le fait de se quitter, de ne plus se voir, que la personne disparaisse. C'est malheureux, mais on a eu la chance de la rencontrer et de la connaître. Les gens qui ne se connaissent pas ne se disent pas au revoir, et je trouvais l'idée intéressante. Et ça permet, alors évidemment, ça n'enlève pas la douleur, la tristesse, mais c'est de se dire, j'ai eu cette chance. Oui. Et en plus, elle est le départ des autres est dans la nature des choses. Simplement, ce qui nous pose problème, bien sûr, personne n'aime perdre ses parents très 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 âgés, bien que parfois l'état dans lequel ils sont peut donner, au-delà du pincement de la douleur et de la tristesse, ce qui va aider effectivement le deuil de se faire, c'est qu'on se dira, voilà, il est parti à son heure. Ce qui va pas, c'est quand on part pas à son heure. Ah, ça c'est pas bien. Un enfant, un ami qui est parti trop jeune, etc. Ça nous interpelle parce qu'on peut pas s'empêcher d'y percevoir une espèce d'injustice. Alors on va dire d'injustice d'ailleurs de quoi ? Parce que dans le fond, dans les choses qu'on peut pas changer en ce monde, je crois que c'est David Richaud qui avait écrit ça dans un livre qui s'appelait Les 5 choses qu'on ne peut pas changer. Je crois que les 2 premières, c'était de toute façon, tout change et fini. Et le deuxième, c'était la vie n'est pas toujours juste. Voilà. Donc c'est des choses auxquelles on est confronté, mais qui font partie de cette espèce d'apprentissage. Moi j'aime bien ce que quand vous dites que le bonheur absolu, en tout cas une fois le temps du choc et du deuil passé, l'idée que je suis tellement content de l'avoir connu, ça c'est quelque chose qui fait sens, je trouve. Ça fait vraiment tout à fait sens. Et voilà, et ça va comme ça, ça va continuer. Ça veut dire aussi que, comment vous dire, j'ai longtemps, j'en suis toujours convaincu, tous mes amis sont pas d'accord avec moi là-dessus, mais j'ai toujours été persuadé d'une chose, c'est que la vie était beaucoup trop courte, mais vraiment beaucoup trop courte, et je l'ai incarné dans ma propre parcours, pour se fâcher durablement avec quelqu'un. Surtout quelqu'un que jusqu'à présent j'ai aimé, etc. Alors après, on peut s'éloigner pour des raisons
peut-être parce que voilà, les gens changent aussi. Mais globalement, je pense que le nombre de gens qui se sont fâchés et qui se parlent plus pour des mauvaises raisons, alors là pour le coup, vous voyez, de peut-être d'ego mal placé ou autre, pourquoi pas. Mais voilà, essayez de jouir de la vie, de toute la vie, avec d'ailleurs les aspects durs. Hein. Moi, je crois que c'est Mirabeau. Je crois que c'est Mirabeau qui avait dit j'aime trop la vie pour ne vouloir être qu'heureux. C'est-à-dire que voilà, on prend, c'est l'amour fatinicien, on prend tout, quoi. On prend tout, et puis c'est ce qui fera l'intensité du vécu de l'individu. Sur l'existence avec les autres, c'est une chose importante puisque nous sommes en société, mais vous intervenez aussi beaucoup sur le thème le fait de s'aimer soi. Et dans la précédente émission que nous avions fait, nous avions démarré avec justement une de vos interventions à l'époque dans une vidéo sur les 3 bonnes nouvelles. Mm-hmm. Le fait d'être soi, de se considérer, d'avoir confiance en soi. Absolument, c'est pas jeune ça. Hein non, mais c'est très inspirant. Non, mais c'est vrai. Il y avait cette idée. Vous voyez, moi, je suis bien qu'étant, comme je vous ai dit, totalement agnostique et loin de toute religion. Je suis quand même de culture, bien sûr, de culture chrétienne. Je suis protestant, hein, familialement. Et moi, je me souviens toujours de ça. Enfin, il y a dans les commandements, il y a quand même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, comme toi-même, quoi. Hein. Ni plus ni moins. Et souvent, j'ai cette discussion avec mes enfants pour charrier un peu. Ah, moi j'ai des filles, vous imaginez. Alors papa, est-ce que tu nous aimes? Est-ce qu'on aime? Bien sûr. Et un jour, j'ai le malheur de dire, vous savez, les filles, hein, franchement, après moi, vous êtes les personnes que j'aime le plus au monde. Elle dit, mais comment ça? Je dis oui, et je vous rappelle, rappelez-vous la dernière fois qu'on a pris l'avion pour aller à tel endroit, quand l'hôtesse nous a parlé, elle nous a dit, si à un moment donné, il y a une alerte et que les masques tombent, vous vous mettez d'abord sur vous, parce que c'est sans ça vous ne pourrez pas aider les autres, il y aura un risque et vous pourrez ne pas aider les autres. Je dis, moi, vous savez, pour ça que moi je me tiens le plus en forme possible, parce qu'il est de votre intérêt, et parce que je vous aime beaucoup, je veux rester le plus longtemps possible pour être là, pour vous aimer, vous faire bénéficier de tout ça. Mais c'est logique, hein, je suis obligé de tenir, de faire un grand cas de ma propre personne. Et puis cela dit, moi je vous dis, je l'avais dit d'ailleurs dans cette vidéo, c'est du bon sens. Hein, chacun d'entre nous, on est la personne avec qui on va passer le plus de temps dans sa vie, donc on a intérêt à avoir quand même de bonnes relations avec soi-même. Ça me semble quand même, là pour le coup, c'est du bon sens. Laurent ? Philippe Gabillier, c'est pas une question indiscrète que je vais vous poser, enfin ça va y ressembler, mais sans avoir d'exemple concret. Vous, avec le cursus que vous avez, quand vous avez un problème familial ou amical, vous le gérez comment? J'en ai jamais. Qu'est-ce que vous voulez, j'ai beau chercher, je dis, j'ai un mode enfin, attendez, j'en ai jamais. À ce jour, j'en ai jamais. Ça se trouve, je vais me monter tout à l'heure, je vais me faire engueuler par tout le monde. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours réussi. Alors, j'ai eu des difficultés, des doutes comme tout le monde. Mais moi, globalement, j'ai vraiment, je suis dans un rapport au monde qui est vraiment une enquête d'harmonie. Et puis, je dirais sans fioriture. Hein. Moi, comme dit toujours, alors. Tu médites et tout? Non, ça va pas la tête, jamais. La méditation, ça m'emmerde. Je dirais, non, je médite pas. Mais alors, non, je dirais, je suis là. En revanche, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de pouvoir, au fil des années, limiter considérablement les choses qui me bouffaient de l'énergie, littéralement, et progressivement, professionnellement, me recentrer sur des choses qui me mettaient véritablement en énergie positive. Et bon, la santé ayant suivi, et bon, moi j'ai des copains qui ont mon âge, qui sont plus fatigués. Je trouve que, voilà, globalement, moi j'ai eu beaucoup de chance là-dedans. Je serais d'ailleurs incapable de dire que jamais je me permettrais de dire, par exemple, que j'ai provoqué ma chance, parce que je n'y crois pas. Je pense qu'on ne provoque pas sa chance. En revanche, on se provoque soi-même en situation d'incertitude. Là, oui, je pense que ça fonctionne comme ça. Et on est dans une logique. Moi, j'ai toujours été dans une logique, par exemple. Mais si vous avez lu ce que j'avais fait sur la chance, vous savez que c'était une de mes grands dadas. Mon grand dada, ça a toujours été d'essayer de porter chance aux autres. Ça, je crois profondément. Je pense que un être humain qui chercherait, qui se dirait voilà, je prends une décision avec moi-même,
à partir d'aujourd'hui, je vais essayer, d'être au quotidien un producteur, un créateur d'inattendus positifs pour les autres. Leur faire rencontrer quelqu'un qu'ils n'auraient pas rencontré si j'avais pas été là. Leur envoyer un article que moi j'ai vu, qui moi m'intéresse pas beaucoup, mais je sais que ça va les intéresser, je leur envoie. Leur offrir un bouquin sur quelque chose auquel ils pensent pas, mais qui va peut-être les faire bouger. Être quelqu'un qui va, l'expression est de Pascal Bruckner, quelqu'un qui va en permanence aider les autres à explorer les failles propices de l'inattendu. Voilà. Ça, je pense que c'est un beau projet si on considère que un des éléments qui donne le sens de la vie, c'est la création de valeur pour les autres qu'on a pu laisser, quoi. Voilà. Et l'application de ces choses, finalement, on le fait quotidiennement. Et parfois, on le fait peut-être même sans savoir qu'on le fait. Oui, sans savoir. On est sur effectivement, c'est vrai, des enseignements tacites. Hein. On est sur peut-être de la compétence inconsciente. Laurent ? La peur, c'est l'ennemi de l'optimisme? Oh, ben non, parce que je sais plus qu'est-ce qu'il disait, seul l'inconfort rend vigilant. J'aime bien, moi, il y a une citation que je crois est apocryphe, hein, honnêtement, hein, d'un vieux proverbe indien, qui dirait, paraît-il, l'homme sage poursuivi par le tigre court toujours beaucoup plus vite que l'homme sage poursuivi par des poules. Je suis pas convaincu, vous voyez, de l'authenticité du truc, mais il y a cette idée. De toute façon, la peur, c'est l'émotion du risque. Et c'est vrai que, encore une fois, l'optimiste, je fais souvent cette distinction, vous avez peut-être dû en voir, entre l'optimisme de but et l'optimisme de chemin. L'optimisme de but vous dit, je ne négocie pas là-dessus. On va réussir. Tu l'auras, ton bac. On va finir par vous trouver du boulot, monsieur. Voilà. Vous allez guérir, etc. On négocie pas là-dessus. En revanche, le pessimisme de chemin, il est là justement pour essayer de transformer la peur en énergie intelligente. Et voilà, ça va être compliqué. Il va falloir se battre. C'est pas gagné. On va tester des trucs, etc. Mais il y aura des moments, il y aura des hauts et des bas. Donc c'est vrai que la peur est importante parce que l'optimisme peut être dangereux. Hein. Quelqu'un qui va se mettre dans une situation, par exemple, à la fois où il est en risque absolu et où il n'a pas le contrôle, je suis navré, là c'est de la sottise. Hein. Donc non, la peur peut être un régulateur de l'optimisme, et c'est d'ailleurs la peur qui peut me faire dire, bon, j'étais vraiment en mode optimiste en ce moment, je vais peut-être un peu switcher sur mon pessimisme intérieur et commencer à m'assurer, faire un plan B, et ainsi de suite. Hein. Non, la peur est un bon régulateur de l'optimisme. D'ailleurs, d'un point de vue cognitif, si vous voulez, on est à peu près, il y a un consensus aujourd'hui sur le fait que vous et moi, nous sommes nés, mais vraiment, on est nés comme ça, c'est transmis par le génome. N'importe quel individu naît avec un circuit au départ vierge dans son cerveau, qui sont un circuit de la peur, et d'autres, comme ça, ont mis le circuit de la peur aux commandes de leur vie. C'est un peu embêtant parce que peut-être ils prendront moins de risques, ils seront plus méfiants vis-à-vis d'autrui, ils rateront des trucs. Mais bon, heureusement, j'espère pour eux que le circuit de l'espoir, heureusement, restera là pour éviter que la déprime soit totale et qu'ils aillent se pendre, quoi. Voilà, c'est... Et d'ailleurs, par rapport au côté optimiste et gérer le pessimisme des choses, je me souviens d'une interview qui vous avait été consacrée où vous étiez un nouvel an, je crois, venu sur un plateau avec un attrape-rêve. Et cet attrape-rêve, à quelque part, moi j'en ai un depuis des années maintenant parce que j'avais lu Stephen King en fait, Dreamcatcher, et j'avais trouvé l'objet vraiment très joli. Et c'est vrai que l'attrape-rêve est assez significatif finalement de ces peurs qui sont retenues ou ces cauchemars et qui disparaissent au matin pour ne laisser finalement apparaître que les bonnes choses. Oui, tout à fait. Et dans le fond, le rêve est quand même une matière première, me semble-t-il, tout à fait essentielle. Hein. Je crois qu'il y a deux types de rêves dans le fond. Il y a les rêves qu'on fait en dormant et il y a ceux qui nous maintiennent éveillés. Les rêves qui nous maintiennent éveillés, c'est quand même la base de tous nos désirs, nos projets. Et pour pouvoir s'accrocher à un désir fort, réaliser quelque chose de grand, si on n'a pas un minimum quand même de cette tension qu'on va appeler la peur, l'anxiété, etc. Non, là aussi, on risque de passer à côté. Tout à fait.
Je crois me souvenir que dans une interview, alors qui peut-être un peu ancienne, vous évoquiez des projets qui vous tenaient à cœur et que vous aviez en tout cas envie de faire aboutir. Je crois qu'il y avait du théâtre et il y avait un livre que vous vouliez écrire, me semble-t-il. Est-ce que c'est bien ça? Et si oui, oui. Alors là, vous avez travaillé là-dessus? Bien sûr, oui, absolument. Alors, d'autant plus que là, il m'arrive quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est que, je l'ai vu venir d'ailleurs, moi je suis professeur dans une grande école. Alors je vais vous donner un secret de fabrication. Quand on est prof dans une grande école, statutairement, on a droit à une année sabbatique tous les 7 ans. Et ma dernière année sabbatique avant ma retraite va arriver là et elle démarre le 1er septembre. Vous voyez, donc du 1er septembre au 30 août de l'année prochaine, je vais être en année sabbatique, donc je suis payé, mais je suis dispensé de cours. Bon. Alors je vais faire beaucoup de conférences, etc. Je vais écrire un bouquin, peut-être 2, même on verra bien. Mais moi j'ai toujours été passionné par le théâtre. Et je vais profiter effectivement de ce temps merveilleux. Parce que quand je vais revenir dans cette année sabbatique, il me restera montre en main 2 ans, puisque après au bout de 2 ans, j'aurai 65 ans et moi je suis agent de la Chambre de commerce de Paris et donc on me mettra à la retraite, ce que je trouve d'ailleurs tout à fait normal. Mais si ce n'est que moi ma 3e vie commence le jour où je suis à la retraite parce que voilà, je vais faire j'ai monté une société et je vais essayer aussi, je vais essayer d'écrire une pièce de théâtre, je vais essayer de faire un roman. Si ça marche pas, ça sera pas bien grave. Mais ça m'embêterait de quitter ce monde sans avoir essayé. Donc voilà, donc je vais essayer. Dans une des conférences, comme quoi je vous suis beaucoup, une de vos filles vous a dit un jour, la vie nous offre toujours une 2e chance et elle s'appelle Demain. Elle m'avait envoyé cette image, c'est une image qu'elle avait trouvée sur Internet, qu'elle m'avait envoyée un jour où j'étais rentré en râlant, en me disant que plus rien n'allait, il y avait peut-être un problème à l'école. C'est à l'époque où c'est à l'époque où j'avais des fonctions de direction. Je ne vous cache pas que le jour où j'ai cessé d'avoir toute fonction de direction, ma vie, d'une façon générale, est devenue tellement plus simple. Le jour où j'ai renoncé, après avoir à peu près exercé à toute responsabilité, le monde, brutalement, je dirais, c'est ouvert. Et c'est vraiment incroyable, quoi. Un sentiment de liberté incroyable. Oui, mais c'est assez marrant. On n'est pas tous faits pour gravir les échelons. Il y en a qui sont faits pour ça, qui sont armés pour ça, et il y en a d'autres pas du tout. Bien sûr. Mais et alors en plus, parce que autant ils prennent du plaisir. Moi, je savais faire, mais ça m'intéressait pas outre mesure. Pourquoi je suis rentré dans l'enseignement supérieur? Je suis rentré dans l'enseignement supérieur, entré dans une grande école, parce que on était totalement détaché de toute logique hiérarchique, etc. La notion même d'ailleurs de carrière ne veut pas dire grand-chose, puisque dans le fond, d'un sens, vous êtes prof, quoi, hein, et vous finirez prof, et vous serez prof émérite, et puis un jour, vous arrivez au plafond, et voilà. Donc, on n'est plus dans cette logique-là. Moi, j'ai eu une partie quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai travaillé dans le monde du conseil, j'étais à la Caisse des dépôts, vous savez, pendant quelques années. J'étais dans des univers que je trouvais en eux-mêmes qui n'étaient pas désagréables. Les gens étaient absolument charmants, mais je n'avais rien à faire là. Ce n'était pas mon monde, quoi. Et ceux qui voulaient faire carrière, mais c'était vraiment génial, quoi, pour eux, avec la bénédiction. Mais moi, c'était pas mon truc. Laurent ? On n'a pas parlé de l'éducation. Ce qui vous a amené aujourd'hui à cette façon de penser, elle vous vient forcément de votre éducation. Alors, je sais pas, je pose la question. Est-ce que ça vient de votre éducation? Et puis, vous, aujourd'hui, en tant que papa, en tant que patriarche, est-ce que vous avez amené certaines choses pour que vos enfants puissent avoir cette ouverture de pensée? Parce que c'est important. Surtout, on s'est quand même très très bien complété avec mon épouse, parce que on était vraiment sur des modalités vraiment différentes. Et puis on a eu le temps d'y réfléchir et d'y penser, parce que on s'est rencontrés en 1978 à la fac, si vous voulez. Et donc on est toujours ensemble. Mais c'est vrai que moi, mon épouse, c'est la rigueur incarnée, la discipline, etc. Moi, je suis un je m'en foutiste, mais alors de démonstration, hein, bon. Et on va faire, faut laisser passer la liberté, on fait tout ça. Et donc, je crois que ça a été intéressant pour les petites, parce que dans le fond, les petites sont grandes maintenant, elles ont été tiraillées entre ces deux éléments-là, mais avec surtout le droit, leur donner le droit d'essayer des choses. Dans un cadre, grosso modo, moi je donnais plutôt le droit et mon épouse donnait le cadre. Mais c'était bien, c'était bien comme ça. Moi, en termes d'éducation, si vous voulez, j'ai été élevé au début, surtout par ma grand-mère. Ma grand-mère, je dirais, c'était pourtant une femme, je dirais, de grande qualité, mais alors elle avait
elle était persuadée que j'étais un génie. Et elle me l'a dit déjà tout petit. J'étais, paraît-il, bon, alors, hélas, je ne l'étais pas, mais j'ai toujours été dans des univers où on me laissait explorer la curiosité, etc. Mes études n'ont rien à voir avec ce que j'ai fait après. Bon, j'ai fait Sciences Po à Bordeaux dans les années 70. Parce que voilà, il y avait des belles filles sur le campus et que moi la politique ça m'avait toujours intéressé. Je voulais pas en faire, mais le théâtre politique me passionnait encore aujourd'hui. Moi j'adore les talk shows, tout ça, j'adore. J'ai fait ça. Après, voilà, je suis rentré dans le monde du conseil parce que je savais rien faire d'autre. Hein. J'ai jamais fait d'école de commerce. Je suis pas ingénieur, je suis pas juriste. Bon, je me suis intéressé à la psychologie sociale après, dans le cadre de ma thèse, mais je me suis vraiment, moi j'ai toujours eu le sentiment, vous voyez, d'être un nomade. Je crois qu'il y a des, on a des un nomade et un sédentaire parce qu'on en a hérité de l'histoire. Moi j'ai toujours été un nomade qui à un moment donné, sur certains points de sa vie, s'est sédentarisé. Mais en revanche, intellectuellement, je suis resté un nomade. Je passe mon temps, moi, à passer d'un sujet à l'autre et donc j'ai essayé d'approfondir quelques sujets, mais même les sujets que j'ai approfondis, à un moment donné, ce que j'ai fait, je le laisse aux autres, quoi. Et puis je pars. Moi, j'avais pas l'intention d'être le spécialiste pendant 50 ans de l'optimisme, etc. Non, je le fais, je travaille dessus. Si ça peut faire avancer les gens à leur réflexion et qu'ils le prennent derrière, puis ils en font autre chose avec. Mais moi je suis propriétaire de rien. Mais même en tant que citoyen, j'avais cette discussion là récemment. J'avais un péché mignon qui était les bouquins. J'en ai tellement maintenant, je me suis un peu calmé. Puis j'ai un autre péché mignon qui est la gastronomie. Voilà, d'abord. Mais pour le reste, je dis souvent, moi je suis pas consommateur. On est compte, j'ai pas de bagnole. Enfin si, j'ai une vieille bagnole que j'ai récupérée à ma mère, mais ma mère nous a quittés il y a 11 ans maintenant. Et la bagnole, elle avait plus. Je l'ai toujours. J'ai pas de bagnole. Je pense que je vais jamais m'acheter de fringues. Mon épouse de temps en temps m'en achète. Je consomme pas. Je suis pas un consommateur. Je suis rien. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, moi, voilà, c'est moi j'aime bien une jolie phrase. Pourtant, il était désespéré, lui. Hein. J'adore cette phrase Monterland qui disait, dans le fond, la vie, c'est quoi? Il y a les livres, il y a le travail, il y a l'amour, et puis il n'y a plus rien. Voilà. Et je suis profondément dans cette logique-là, vous voyez. Et qui, vous voyez, ne me rend pas plus désespéré pour autant. Ouais, nous voyons. Laurent ? À une certaine époque, les hommes politiques faisaient appel à des cartomanciennes, des médiums. Moi, je pense à François Mitterrand avec Elisabeth Tessier et j'en passe. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre cadre professionnel, vous avez été approché par des grands hommes d'État ? Non. Ben non. Et qu'est-ce que vous pensez de ce rapprochement ? Moi, je pense que voilà, on a toujours, dès l'instant où on est identifié, pourquoi pas. Je pense que c'est dangereux, moi. Je pense que c'est dangereux parce que le monde du pouvoir, et tu sais que le monde de l'entreprise n'est vraiment pas un monde bienveillant. Faut être honnête. Mais alors, le monde du pouvoir, alors là, ça se pose un peu là. Et si ça m'était arrivé, j'aurais été drôlement embêté. Alors en plus, j'aurais été drôlement embêté parce que moi, je revendiquais profondément le droit d'être un libéral absolu sur certains sujets, d'être un marxiste convaincu sur d'autres, d'être un anarchiste dans d'autres, etc. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à vous dire non, moi je suis ceci. Jamais de ma vie j'aurais pu être encarté en quoi que ce soit. Non, parce que voilà, je trouve que c'était pas ça. Alors moi j'ai approché pas mal le monde politique à l'époque où je faisais de la radio, parce que j'étais aux grandes gueules sur RMC pendant pas mal d'années, et donc il y en avait, ça passait. Mais le monde politique, comment vous dire, le spectacle, vraiment, m'a toujours passionné. Moi, j'adore regarder les débats, tout ça. Je m'en lasse pas d'ailleurs. Hein. J'aime ça, comme si c'était un spectacle. J'adore ça. J'adore les commentateurs. J'aime ça. Mais pour le reste, rentrer dans cet univers-là, autant, vous voyez, j'ai rêvé, et j'ai pas dit mon dernier mot, le monde du théâtre, le monde de la culture, le monde du spectacle vivant, qui pourtant n'est pas obligatoirement un monde très bienveillant non plus, mais là, je serais prêt à faire des efforts pour essayer de rentrer dans ce monde-là, et être accepté dans ce monde-là, un jour, si je peux. Dans le monde politique, pas une fraction de seconde, ça m'intéresse pas du tout, alors que la politique me passionne.
Donc si un jour on devait vous proposer un ministère du développement personnel, je fais allusion évidemment au ministre de la Justice qui avait dit sur un plateau non jamais vous m'y verrez, c'est pas pour moi. Et puis on vient d'apprendre qu'il l'a accepté puisqu'il l'est devenu. C'est plutôt curieux quoi. On oublie ce qu'on dit, tellement on dit de choses. Le problème c'est que quand on dit quelque chose, ça correspond à un présent qui était voilà. Vous savez, c'est comme comment vous dire? Vous me direz, moi je suis pas un bon exemple, mais sincèrement, comme je dis souvent, l'amour éternel, c'est un concept qui a été inventé à une époque où l'espérance de vie était de 30 ans. Donc voilà, on dit voilà, c'est comme ça et pas autrement. Non, mais je suis navré, le monde change. Voilà. Et je pense qu'une des grandes libertés qu'on peut revendiquer, c'est celle de changer d'avis. L'idée selon laquelle ce serait une marque d'intelligence que le contexte changeant, on maintient quand même son opinion sur ce qu'était un contexte il y a X années, voilà. Et puis en plus, je pense que je pense que Dupond-Moretti est un gars qui, une fois qu'il va avoir compris les codes, et je pense que c'est un type qui carbure vite, voilà, il va se passer des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il se passe des choses. Voilà. Même Roselyne, elle avait dit qu'elle voulait pas reprendre un ministère, et elle y va. Et pourquoi pas, bien sûr. Non. Et d'ailleurs, moi je pense que tout est moi je pense que tout est ressources. Hein. Tout est ressources. C'est ce que j'appelle moi avec le principe de l'Auvergnat. Tout est bon dans le cochon. Voilà. Donc on fait avec la réalité telle qu'elle est. Et voilà. D'ailleurs, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que il y a même un chanteur qui avait dit qu'il arrêtait, mais qui revenait, il repartait, il arrêtait, il revenait à nouveau. Renaud, je pense à lui. Voilà. Renaud. D'abord, Renaud, d'un côté, il a dit qu'il arrêtait parce qu'il avait aussi sans doute une problématique un peu personnelle on va dire, de mélancolie triste. Voilà, qui s'explique par beaucoup de choses. Mais voilà, c'est bien, je trouve qu'un artiste dise à un moment donné, je quitte la scène. Et parce que justement c'est un artiste, il revient en disant non, attendez, j'ai dit ça, mais non, en fait. Non, je reviens. Et il a dit d'ailleurs dans un album, il avait dit, je suis vivant, quoi, toujours là, voilà. Et je trouve que c'est bien. Moi, c'est parce que voilà des choses qui rendent optimiste, vous voyez. Le fait qu'on lâche pas le morceau. Le monde, pour moi, ce qui me rend optimiste, c'est des gens qui, d'une façon générale, lâchent pas le morceau. Parce que l'âge, tant pis, vous voyez, tant pis. Brigitte Fontaine, elle est complètement décatie maintenant, mais elle continue, tant pis, elle lâche pas le morceau. Grand Corps Malade, il pourrait être dans une chaise, tant pis, il se dépasse à la difficulté, mais il chante, il crée. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui ne lâchent rien, hein, qui disent non à la fatalité quelle qu'elle soit, celle de l'âge, celle de la condition sociale, celle de la maladie, celle du handicap, etc. J'ai beaucoup d'appétence, d'attirance pour les gens qui disent non à ce que les autres voudraient que leur destin soit. Il y a beaucoup de films qui illustrent cela et ça me fait penser à la conclusion, je crois, de Will Hunting, où on retrouve Matt Damon, à qui on propose un poste incroyable à la CIA, je crois, et lui, en l'espace d'une démonstration d'une minute 30 ou 2 minutes, il donne le contexte de ce qu'on va attendre de lui, de ce qu'il va faire, et il refuse. Et alors qu'on s'attendrait à ce que personne ne refuse un tel poste. Je me souviens tout à fait, c'est très très beau, très belle scène, effectivement. Alain, je crois que tu voulais dire quelque chose. Non, pas du tout. D'accord, c'est la fin, c'est ça que vous voulez dire. Moi, on arrive à la fin. On va arriver à la fin, donc moi, je voudrais déjà de nouveau remercier Philippe Galibier d'avoir accepté notre invitation. Philippe Galibier. Je crois qu'il y a le mont du Galibier, je crois, de mémoire. Le col, c'est un col. Et je vous prie de m'excuser, mais ce qui va rester, à un moment vous avez dit un jour je partirai et rien ne restera. Ce qui va rester, c'est l'émission, parce qu'elle sera en podcast et elle sera écoutable et réécoutable à loisir. Donc ça, je voudrais quand même le redire. Juste une petite chose, une petite phrase. Heureux les simples d'esprit. Oui, en tout cas, heureux ceux et celles qui savent
à un moment donné, renoncer à leur intelligence et se mettre véritablement, remettre en position d'être des simples d'esprit. Voilà, moi je crois beaucoup, pour le coup, à la régression positive. Je revendique le fait, parfois, d'être stupide et d'en jouir avec les autres. Voilà. Je voudrais juste ajouter, alors, ça fait longtemps, je dirais peut-être même des années que Cyril me parle de vous, Philippe Gabillier, parce qu'il est très fan, il faut quand même le dire. Il est très très fan. Je suis ravi d'avoir des fans. Et moi je vais vous dire, je m'étais jamais penché effectivement totalement sur ce que vous dites, sur ce que vous expliquez. Ce soir, vous nous avez scotché. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravi. Moi, j'ai passé un excellent moment avec vous. Et c'est vrai, je dois avouer, parce que vous m'avez posé des questions que j'ai pas vu venir. Et ça, je dirais, c'est bravo pour ça. Merci pour ça. Parce que vraiment, j'ai passé un excellent moment. Et grâce à vous. Voilà. Merci. Et il me tarde d'entendre ce que sera le résultat. Alors justement, moi j'ai une question. Est-ce que, arrivé à la fin de cette émission, Philippe Gabillier, vous avez trouvé une idée de chanson que vous souhaiteriez passer, ou on reste sur la nouvelle de Renaud, justement, dont on parlait tout à l'heure? Non, celle de Renaud est très très bien. Non, vraiment, en plus par rapport au contexte et tout ça, je trouve que c'est un choix. C'est vraiment un choix idéal. Et puis surtout, c'est pas Cucu la praline. C'est pas Christophe Maé. C'est pas voilà. Donc non, c'est bien. Honnêtement, Renaud, j'achète tout de suite. Très bien. Eh bien, on va se quitter donc avec ce morceau. Renaud, donc moi personnellement je ne l'ai pas encore entendu, donc ça sera une découverte. Alain va nous faire un montage formidable de toutes ces choses-là, et je réécouterai l'intégralité de l'émission pour ensuite savourer le titre de Renaud. Très bien. Philippe Gabillier, y a-t-il une chose que vous souhaiteriez dire à nos auditeurs de Westrack Radio ou à nous, à l'équipe, avant de définitivement terminer cette émission? Vous voyez, on a parlé un peu de ce qui nous est arrivé ces derniers mois, etc. Et je crois que c'est Hubert Reeves, l'astrophysicien, qui avait eu cette jolie image. Il disait, voilà, la vie est ainsi faite, des catastrophes arrivent. Et puis, elles sont arrivées. Et tôt ou tard, on passera à autre chose. Et je trouve que voilà, on est rentré maintenant dans ce moment où tout le monde va pouvoir passer à autre chose. Et donc, comme personne n'a jamais été voir demain matin, il n'y a aucune raison que demain matin ne soit pas une espèce d'incroyable réservoir à bonnes surprises. C'est en tout cas ce que je peux souhaiter à tout le monde. Et je me le souhaite à moi tant que j'y suis. Voilà. Exactement. Eh bien, en tout cas, merci infiniment. Nous, pour le coup, on se retrouvera dans 15 jours. La date, on ne l'a pas en tête puisque cette émission est enregistrée. Donc, on verra. Vous verrez, chers auditeurs, ça sera dans 15 jours. Ça sera en septembre, peut-être en octobre. Tout dépendra de la date à laquelle nous la diffuserons. Chers amis, je vous remercie. Merci Philippe Gabillier infiniment pour le temps que vous nous avez accordé. On remercie également Mathieu et Tiffaine qui nous ont permis de dépasser un peu sur l'horaire. Laurent, pour conclure. Alors ce soir avec Philippe, je vous appelle Philippe, on termine. Bien sûr, ben oui, absolument. Quasiment. J'ai une petite pensée pour Michael qui était notre comparse et ami. Je pense qu'il aurait adoré cette émission. Ouais. Tout ça. Ouais. Et donc on se quitte avec le nouveau titre de Renaud, alors qui s'appelle? C'est le coronavirus. C'est le titre de la chanson, le coronavirus? Non, mais c'est le coronavirus en tout cas. Très bien. Eh ben, on se quitte avec cette chanson et on souhaite une excellente continuation à vos projets, à longue vie à vous. Merci et on espère beaucoup. bien vous voir au théâtre. J'espère moi aussi m'y voir. Je n'irai pas jusqu'à m'y applaudir moi-même, ça serait déplacé. Mais je compte bien m'y voir. Très bien. Eh bien, merci à tous et à très bientôt pour une prochaine édition. D'ici là, restez à l'écoute des programmes de Westrack Radio. À dans 15 jours. Ciao. Coronavirus, connard de virus. Elle débarquait
Un jour de Chine, retourne-y, qu'on t'y confine. Dans ce pays où on bouffe du chien, des chauves-souris, du pangolin. Moi devant ma télé pourrie, entre BFM et LCI, je me cogne sans cesse Arlette Chabot ou la pauvre Roselyne Bachelot. J'en peux plus d'être planté chez moi, je veux voir le monde, comment il va. Je veux respirer de l'air bien pur, je veux retrouver la nature. Coronavirus, connard de virus. Coronavirus, connard de virus. Mais le pire, c'est que ces salauds vont fermer tous mes bistrots. Je peux plus boire ma flotte peinard avec mes potes, le désespoir. Même pas un petit restaurant fermé pour cause de confinement. Faire la queue avec ses blaireaux pour un pauvre menu McDo. Les caissières de l'Intermarché en ont ras-le-bol et je les comprends. Elles sont masquées toute la journée. Quant à leur salaire, parlons-en. Coronavirus, connard de virus. Crevard de virus. Coronavirus. Quand je pense au brave docteur Raoult, conchié par des confrères jaloux, par des pontes, des sommités qui ont les moules de perdre du blé. Je me dis que monsieur Lustre Blasi dit pas toujours que des conneries. Mais ce monde est plein de voyous qui voient le mal un peu partout. Moi je m'en fous, je suis immunisé, j'ai des anticorps par milliers. J'ai aussi des anticons, faut dire qu'en France ils sont légion. Coronavirus, connard de virus. Crevard de virus. Coronavirus. Heureusement, en ces temps malsains, tu as épargné les gamins. Tu n'as pas touché aux enfants, ces petits êtres innocents. Sont plus séchés l'école un peu et vivre des moments joyeux. Sans les copains, sans les poteaux, avec leur console Nintendo. Ah donc salaud de virus enfin, chez nos amis américains. Là-bas ils ont une autre maladie, c'est Donald Trump et sa connerie. Coronavirus, connard de virus, crevard de virus.